Je n'ai pas beaucoup parlé de Charles IX dans la leçon qui porte son nom, c'est qu'en fait c'est sa mère Catherine de Médicis qui gouverne pour lui. Mais j'en parle maintenant pour dire qu'il meurt en 1574. Il n'a pas d'enfant, son héritier est donc son frère Henri III. Celui-ci vient de partir pour la Pologne, mais il remonte immédiatement sur son cheval et revient au grand galop en France pour monter sur son trône. Le remplacement de Charles IX par Henri III ne devrait rien changer. Henri de Bourbon, roi de Navarre, est catholique ainsi que son cousin Condé. Si bien que les protestants sont privés non seulement de leur principal chef, mais aussi de leur plus grand espoir, c'est d'avoir un roi protestant sur le trône. Mais c'est le moment que choisit justement Henri de Navarre pour changer de nouveau de religion. Profitant de la transition entre les deux règnes probablement, et il prend la tête de l'union calviniste qui vient de se constituer. Et c'est cette volte-face qui va permettre à la guerre de reprendre et de durer encore une quinzaine d'années. Et donc le roi de Navarre, Henri de Bourbon, le futur Henri IV, le futur bon roi Henri, n'est pas tout seul. Il est soutenu par 20 000 reîtres allemands. Et avec toute cette belle troupe, il encercle Paris. Paris qui est la clé de tout. Henri III, qui vient de rentrer de Pologne, est en situation délicate et il est contraint de signer la paix de Beaulieu en 1576. Il s'agit encore d'un édit de tolérance, mais étant donné les circonstances, c'est le plus favorable aux protestants de tous ceux qui seront signés au cours des guerres de religion. Il est plus favorable aux protestants que le futur édit de Nantes. Et par ailleurs, Henri III s'engage à réunir les États généraux. Mais évidemment, les catholiques ne restent pas indifférents et en réaction à la constitution de l'Union calviniste est formée la Ligue catholique, dont le chef sera le duc de Guise. Les États généraux, conformément à la paix de Beaulieu, se réunissent donc à Blois, mais il n'en sort rien de positif. Si bien que la guerre reprit en mai 1577. Ce sont les 7e et 8e guerres pour ceux qui aiment les petits numéros. Qui s'arrêtent de temps en temps, il y aura encore 2 édits de tolérance signés en vain. Et beaucoup d'épisodes pittoresques que vous pouvez d'ailleurs retrouver en lisant la trilogie d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, Les 45 et La Dame de Montsoreau. Plein d'épisodes pittoresques et croustillants, l'exécution de Coconas et de La Mole, ou encore le duel des mignons d'Henri III. La guerre continue, mais cette période porte le nom de guerre des trois Henri. Il s'agit du roi Henri III de Valois, d'Henri de Bourbon, roi de Navarre, le futur Henri IV, et le troisième Henri, c'est Henri, duc de Guise, qui est à la tête de la Ligue catholique. En 1584 meurt François Hercule, duc d'Alençon, le dernier fils de Catherine de Médicis et d'Henri II. Il meurt sans enfant et Henri III n'a toujours pas d'enfant au bout de plusieurs années de mariage. Il devient de plus en plus évident que l'héritier du trône sera Henri de Bourbon, roi de Navarre. Et celui-ci est protestant. Il faudrait trouver une solution qui concilie la légitimité dynastique d'une part et les questions religieuses d'autre part. Cela ne va pas être facile, mais les Guises et la Ligue catholique vont se tourner vers le roi d'Espagne Philippe II de Habsbourg. En effet, celui-ci a épousé Élisabeth de Valois, la sœur de Marguerite, une autre fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et ils vont signer avec le roi d'Espagne le traité de Joinville, qui désigne comme successeur à Henri III le cardinal de Bourbon. C'est le seul Bourbon qui soit encore catholique puisqu'il est cardinal. Comme il est cardinal, il n'a pas non plus d'enfant, c'est une solution assez hasardeuse. C'est la seule qu'on ait trouvée. Et on s'adresse à l'Espagne parce que l'Espagne dispose de la force pour éventuellement imposer cette solution. Et apparemment, Henri III va changer complètement de politique, va abandonner la politique menée autrefois par sa mère de conciliation, c'est-à-dire de permettre aux protestants d'avoir une place, même une seconde place, dans le royaume. Et il se proclame chef de la Ligue. C'est un complet retournement. Et apparemment une grande victoire pour cette Ligue catholique. Et aussitôt il publie l'édit de Nemours, cet édit interdit le culte protestant dans tout le royaume. Et il déchoit le roi de Navarre, Henri de Bourbon, et son cousin, le prince de Condé, de leurs droits dynastiques. Ce qui n'empêche pas Henri de Bourbon de remporter des victoires, c'est un très bon général, et il bat le duc de Joyeuse à Coutras en 1587, Coutras est près de Bordeaux. Mais le duc de Guise, lui aussi, est un bon général, et il va battre les protestants, d'abord à Vimory, près de Montargis, et ensuite à Auneau, près de Chartres, en 1588. Ce sont des victoires plus importantes que celles de Coutras, parce que Coutras est loin de Paris, et l'enjeu c'est toujours Paris. Et après ces deux victoires de Vimory et d'Auneau, le duc de Guise est acclamé par les Parisiens, on l'appelle le roi de Paris, c'est l'homme du jour. Le duc de Guise est le roi de Paris, mais Henri III est quand même encore le roi de France. Mais il n'est pas l'homme du jour, lui. Il a beau être du côté des vainqueurs, il a pris apparemment fermement parti pour les catholiques les plus intransigeants, mais les Parisiens le soupçonnent d'avoir l'intention de reconnaître comme successeur son successeur légitime du point de vue dynastique, c'est-à-dire Henri de Bourbon, roi de Navarre, le futur Henri IV.
Et non sans raison, car telle est bien son intention. Et à la suite de la journée des barricades, le roi Henri III est contraint de quitter sa propre capitale. Il se retrouve donc isolé et privé de ressources, bien que le duc de Guise lui envoie quelques subsides, c'est assez maigre malgré tout. Mais il continue de faire mine d'être partisan de la Ligue catholique sans aucune concession, et il nomme le duc de Guise lieutenant général du royaume, c'est-à-dire celui qui gouverne quand le roi est absent. Le duc de Guise triomphe plus que jamais. Et il s'apprête à faire étalage de tous ses succès aux États généraux qui sont réunis à Blois en 1588. Il entre fièrement dans la salle des États, mais les gardes font fermer les portes derrière lui, et ceux qui sont à l'intérieur lui passent quelques épées en travers du corps, d'où il résulte la mort du duc de Guise. Tout on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il est encore plus grand mort que vivant, on a dû dire ça d'un tas de gens. En tout cas, il est bien mort. Et cette mort du duc de Guise permet à Henri III d'unir ses forces à celles de son cousin Henri de Bourbon. Pourquoi faire? Pour assiéger Paris. Paris est la clé de tout. Évidemment, tout le monde n'a peut-être pas bien suivi à l'époque les louvoiements apparents de cette politique d'Henri III, en réalité très constante, et d'ailleurs peut-être vous non plus. Toujours est-il qu'un certain Jacques Clément, qui est un moine, n'a pas du tout suivi, en tout cas il n'est pas du tout d'accord, et il décide d'assassiner Henri III, qui alors assiège toujours Paris avec son cousin Henri de Bourbon. Henri III ne meurt pas tout de suite, il a le temps d'avoir à son chevet son cousin Henri de Bourbon, et il l'adjure de se faire catholique. C'est, lui dit-il, le seul moyen de mettre fin à ces longues guerres. Les catholiques n'accepteront jamais un roi protestant.